Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission spéciale de Décideur Corporate Finance. Vous regardez For Change. Nous allons parler ce matin avec des invités experts d'un sujet ô combien important pour notre économie. Je parle bien évidemment de la transmission des entreprises familiales. Alors un petit peu de contexte avant d'introduire nos experts. 17% d'entreprises familiales en France. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a 60% en Italie. Pour autant, en France, on a des grands groupes familiaux dont on est très fiers. Évidemment, on peut penser à toutes ces grandes valeurs cotées et autres qui composent nos territoires. Ça veut dire qu'on sait faire des grands champions. Ça veut dire qu'en France, c'est possible évidemment, mais la technique, la psychologie et l'anticipation sont toujours des aspects extrêmement cruciaux pour les moments fatidiques que sont les transmissions, a fortiori dans des groupes familiaux. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir avec moi d'accueillir sur le plateau Camille Bonnet. Bonjour Camille. Bonjour Mathieu. Vous êtes notaire et vous nous éclairerez sur les aspects que vous traitez quotidiennement au contact de vos clients. Floriane Moussignier. Bonjour Floriane. Bonjour Mathieu. Vous êtes ingénieur patrimonial associé au sein de Cyrus Conseil. Vous avez vraiment une expertise, c'est le patrimoine, sa gestion, le diag et derrière les arbitrages. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Pauline Corouge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Piotr Ginet Avocat. Piotr Ginet Avocat ou Piotr Ginet Associé? Piotr Ginet Avocat. Piotr Ginet Avocat, je me disais bien. Nous saluons vos associés. Vous êtes un cabinet qui est présent sur le transactionnel, mais également la fiscalité et le contentieux. Tout à fait. Et donc, vous êtes quotidiennement dans des deals, LBO, transmission, tout ça. Donc, vous aurez l'aspect très legal et fiscal avec nous. Merci infiniment d'être avec nous. Et nous finissons par Dominique Bottadi. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur associé au sein du cabinet Roux. Alors vous, c'est l'évaluation financière, le deal en tant que tel. Oui. On vous appelle banquier d'affaires ou... Ah non, clairement pas. On nous appelle expert. Expert, voilà, expert. Donc, sur la partie, voilà, et tous ces sujets d'évaluation, de préparation pour qu'un deal se fasse dans les meilleures conditions. Tout à fait. Parfait. On va continuer ensemble. On commence peut-être par quelques petits points. Alors, on a un rapport du Sénat qui est sorti, je ne sais pas, enfin, vous l'avez certainement lu vous aussi, qui nous dit que depuis 10-15 ans, il y a une forte diminution des transmissions au sein des familles. C'est presque alarmant. Vous avez vous-même, vous expériencez ce genre de sujet, ou en tout cas cette diminution des transmissions familiales. C'est difficile de transmettre, peut-être en introduction, à la famille, puisque du coup, ça baisse. Où il y a des choses endogènes, il y a des choses structurelles, conjoncturelles, qui font que ça baisse. C'est difficile de transmettre, oui, mais je pense surtout qu'il y a un nouveau phénomène assez récent où finalement les enfants ne sont pas forcément les repreneurs. Et autant auparavant, ça pouvait être assez naturel de transmettre au sein de sa famille. Aujourd'hui, les enfants ont un peu vocation à voler de leurs propres ailes et n'ont pas toujours l'envie, compte tenu notamment de l'image et de la présence parfois pas assez notable de leurs parents dans leur vie familiale. Ils n'ont pas envie de reproduire ça. Et donc... peut-être c'est un élément de réponse, mais peut-être effectivement que c'est en partie lié par l'absence de volonté des enfants de reprendre l'entreprise familiale. Ah, cette génération Y et Z, on en parle beaucoup, mais également dans les familles. On continue sur... Bon, évidemment, en France, on a un super outil qui s'appelle le Pacte Dutreil. Si vous voulez peut-être très rapidement le décrire, en tout cas on y reviendra certainement tout à l'heure, mais est-ce que le Pacte Dutreil aujourd'hui vis-à-vis du plan de finances et de la loi de finances qui arrive, dont on parle beaucoup, est-ce que le Dutreil est à l'abri ou Dutreil est en sursis, chers amis? Ah, c'est pas non, mais c'est le moment Crystal Ball, donc c'est pas facile évidemment, mais il faut... Voilà, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que Dutreil sera encore là en 24? Oui ou non? Oui, a priori, oui. En 25? En 25, on l'ignore, mais peut-être probablement en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a eu des doutes lors des premiers débats sur le projet de loi de finances pour 2024, parce que certains amendements nous laissaient croire qu'à horizon 1 ou 2 ans, le pacte Dutreil serait plus en sursis, aurait complètement disparu. Cet amendement a été retiré. Donc, a priori, le pacte Dutreil sera toujours maintenu en 2024, probablement en 2025. Mais aujourd'hui, le débat public est assez à charge contre ce type de dispositif. C'est comme si, quelque part, enfin en tout cas c'est mon sentiment, l'entreprise et la transmission d'entreprise étaient vues un petit peu comme un privilège. À mon sens, un peu ignorer le travail qu'il y a derrière. Mais en tout cas, la réponse politique, elle est liée, je pense, à 2 choses. 1, à la position des citoyens, de la majorité populaire peut-être, qui ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Et puis également... Vous l'avez dit, dans une question philosophique ou voire politique, oui. voire démago, est-ce que
l'héritage est-il ou non une bonne chose finalement? Enfin, c'est presque ça, je veux dire. Oui, de toute façon, la notion de patrimoine, elle a toujours été un peu délicate à appréhender en France d'un point de vue politique. Mais je pense qu'il y a une confusion entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Et c'est vrai que quand on entend dans les médias, dans les grandes lignes, le pacte du travail, ça permet d'exonérer quasiment la totalité des droits de succession ou des droits de donation. C'est un message qui passe pas très bien. Et puis par ailleurs, il doit y avoir très certainement des besoins au regard du budget de l'État qui justifie aussi la suppression de certains cadeaux fiscaux. Après le whatever it cost, effectivement, c'est très possible. Mais heureusement, vous regardez For Change, et ici, on va essayer de décrypter en toute indépendance ce qui se passe vraiment dans ce genre de sujet. Et pour autant, on l'a dit, donc, avec cette étude du Sénat, la diminution des transmissions familiales est forte. Pour autant, dans les années à venir, c'est plus de 700 000 transmissions dans les 10 ans qui vont intervenir, puisque les générations vont devoir transmettre aux nouvelles générations, en tout cas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et effectivement, ça va représenter donc près de 700 000 transmissions. Donc c'est un sujet ô combien important. Et on en parle aujourd'hui. 3 scénarios, quand j'anticipe pas du tout, quand j'anticipe un petit peu, ou quand j'ai anticipé mais que ça change. Alors vous verrez, on aura des intervenants qui vont varier au fur et à mesure de cette émission. Le but est de vous éclairer sur ces 3 scénarios. On commence tout de suite peut-être avec Camille. Évidemment, si vous avez d'autres sujets à voir dans cette introduction, n'hésitez pas, chers amis, chers experts. Camille, bon... On parle de l'anticipation comme premier scénario. J'ai super bien anticipé, c'est super bien. Quel est l'intérêt d'anticiper cette transmission d'entreprise concrètement pour un dirigeant qui nous regarde, qui n'est peut-être ni notaire, ni fiscaliste, ni spécialisé de la gestion de patte ou de l'évaluation financière? Alors, l'intérêt de préparer la transmission, c'est aussi rassurer un peu tout le monde. On a le coût fiscal d'un côté, puisque moins on prépare, plus on se retrouve face à face avec tout d'un coup l'entreprise qui est transmise, avec le coût à côté qui peut monter très vite, mais surtout également le poids de l'organisation, de la gestion de l'entreprise qu'on n'a pas préparé. Donc, ça fait une double inquiétude pour les héritiers, l'inquiétude fiscale et l'inquiétude de la gestion. Donc, le fait de se préparer, ça permet d'étaler le coût fiscal dans le temps, mais également de préparer cette transmission, de l'organiser ensemble, le chef d'entreprise et le ou les repreneurs, et pour arriver à quelque chose qui convient à tout le monde, et surtout dans la sérénité. Et donc, plus on s'y prend tôt, alors on peut pas non plus le faire trop tôt, mais voilà, ça permet d'accompagner avec toutes les parties qui sont dans cette transmission, et pour arriver à quelque chose qui convienne vraiment le mieux à tous. Et on parle là de préparation, d'anticipation. Finalement, Dominique, je me retourne vers vous également. C'est-à-dire, la préparation, c'est un process, c'est quand même l'usage d'une session. Alors, pourquoi pas pour une entreprise familiale? Oui, alors le process doit être préparé très en amont, ça c'est une certitude. Et on voit que le coût d'une non-préparation est extrêmement élevé. À la fois psychologiquement et financièrement d'ailleurs, parce que le chef d'entreprise qui n'est pas prêt à passer la main, ses héritiers ne le sont pas non plus. Alors ça peut être des héritiers ou ça peut être des repreneurs, des cadres dirigeants, et souvent, alors il y a une sous-estimation du coût de la transmission, du coût financier de la transmission, mais également du coût psychologique. On voit qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui idéalement partirait à la retraite autour de la soixantaine, il a encore 20, 25 ans, 30 ans dans le meilleur des cas d'espérance de vie. C'est vraiment une deuxième vie qui va démarrer pour lui, qui va nécessiter des fonds, qui va nécessiter d'être prêt. Et donc il y a une dimension temporalité qui est important à prendre en compte. C'est pas le moment où on veut perdre du temps, ou en tout cas on veut pas optimiser finalement la cristallisation de tout son travail, quoi. Exactement, il y a un côté il y a un côté c'est mon bébé, je veux à la fois le valoriser au mieux, je veux valoriser des années de travail. En même temps, j'ai pas vraiment envie de partir. Je sais pas quel est le bon moment. Pour le chef d'entreprise, il y a à la fois une double idée, c'est est-ce que l'entreprise peut survivre quand je serai pas là? Et puis en même temps, finalement, elle vaut beaucoup d'argent. Donc c'est toujours un peu coincé entre les deux. Et c'est là, je pense, où l'intérêt d'une vision stratégique, comme il a eu une vision stratégique dans la gestion de son entreprise, il doit avoir une vision stratégique dans l'après,
Alors pas pour son entreprise, mais aussi pour lui. Et c'est là où je pense qu'avec les conseils en gestion de patrimoine, il y a un travail très en amont à mettre en place pour avoir cette vision globale. L'entreprise n'étant qu'un des aspects de la vision globale de la gestion du patrimoine. Bien évidemment, et avec Florian, on va y revenir dans un instant. On retourne chez Camille une seconde pour parler d'une simulation. Lorsqu'on n'a pas eu le temps de se préparer, simulation d'une succession prématurée du chef d'entreprise qui? Alors, est-ce qu'on va prendre une thèse, on va prendre une hypothèse dans laquelle on va vous permettre, vous, de vous projeter pour développer notre point. Voilà. Alors, par exemple, on peut faire un schéma un peu qui peut arriver. Mettons l'entreprise, si on part sur une entreprise qui vaut environ dans les 7,5 millions à peu près d'euros, que à côté on a des biens immobiliers d'environ 1 million d'euros. La maison, la résidence principale, éventuellement. Voilà, ou des investissements locatifs. Éventuellement, on peut avoir des assurances vie ou des liquidités. Pour quelques centaines de milliers d'euros, on peut arriver très vite à un montant conséquent dans la succession. Et si on part par exemple sur des chiffres de cet acabit, on va faire une hypothèse un peu simple, le chef d'entreprise est divorcé, il a 2 enfants, il décède comme ça, rapidement, et qu'est-ce qui se passe? Donc on a les 2 enfants qui se retrouvent à gérer l'entreprise. Donc par définition, rien n'a été préparé, donc il faut qu'ils s'occupent de l'organisation de l'entreprise en attendant de savoir quoi en faire. Et à côté, on a une question de temps puisque on a les droits de succession. Et là, il y a un délai qui court à compter du décès. À compter du décès. Voilà. Et c'est incompressible. C'est 6 mois. On a 6 mois pour déposer la déclaration de succession, c'est-à-dire en fait une photographie du patrimoine du défunt avec tous ses biens et ses dettes, et qui va surtout calculer les droits de succession. Et sur l'hypothèse dont on parle, on arrive à peu près à 959 000 euros par enfant de droits de succession. Voilà, et on a 6 mois pour sortir cette somme. Donc, soit on a cette somme dans la succession, c'est-à-dire qu'il y a des liquidités suffisantes dans la succession pour pouvoir les régler. C'est rare, mais s'il y en a, tant mieux. Pas de problème. Le PEA à 2 millions, c'est quand même un peu rare. Voilà, c'est un peu rare, voilà. Mais par contre, effectivement, vous disiez juste un point pour le public qui nous regarde. Vous dites qu'on a 6 mois pour faire la déclaration de succession. Et en même temps, vous me dites qu'on a 6 mois pour payer en tout. Alors que j'imagine que si on attend 5 mois et 3 semaines pour déposer la déclaration de succession, on va pas payer la semaine d'après. Alors normalement, on doit payer avec le dépôt de la déclaration de succession. C'est en même temps. Concomitamment, je dépose et j'ai le chèque. Voilà. Oui. Et 6 mois, ça passe très très vite. Surtout pour réunir de telles sommes. Voilà. Donc, alors, on a un petit prêt fiscal qui existe, ça s'appelle le paiement fractionné. Alors, très encadré, on n'a pas vraiment le choix. On peut étaler sur 3 ans ce paiement en payant 1/7 tous les 6 mois pendant 3 ans. Bref, dans notre hypothèse hors intérêt, on en est à environ 137 000 euros par enfant tous les 6 mois. Donc, là aussi, faut pouvoir les trouver, ce qui est assez rare. Donc, c'est vrai que quand on arrive dedans, on a le deuil, on a la question de la société et en plus, on a l'inquiétude financière. C'est vrai que toutes les mauvaises conditions sont réunies pour les héritiers, en fait. Alors justement, je me retourne peut-être vers Pauline. La question du temps à ce moment-là est critique. Que faire quand on n'en a pas ou quand, en tout cas, on n'a pas les solutions à portée de main? En réalité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps, il n'y a pas de solution, mais en réalité, il y a des risques surtout. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ces risques pour justement mettre un point d'honneur à essayer le plus possible, en particulier quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on l'a fondé ou qu'on l'a repris et qu'on y a mis de la sueur et du temps. Il faut se faire un point d'honneur pour effectivement anticiper cette transmission. Parce que les risques, quels sont-ils quand on est dans la situation qu'a décrite Camille? C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'urgence. Là, pour trouver des sommes rapidement, on peut peut-être être tenté ou ne pas avoir le choix que de vendre l'entreprise. Et auquel cas, on peut se retrouver dans une situation délicate où on va dégrader la valeur parce qu'il faut vendre vite. Et en général, les acquéreurs en ont conscience. Donc, en fait, on se retrouve dans un phénomène de prédation qui est très, très, très néfaste. C'est violent, ce que vous dites. Vente à bas prix, prédation, en tout cas, perte de valeur, prédation. Oui. C'est, voilà, là, on est concrètement dans les conséquences d'un manque d'anticipation. Bon, encore une fois, le décès prématuré de quelqu'un...
on parlait de 60 ans tout à l'heure, mais ça peut arriver à 48 aussi. Enfin, je veux dire, donc on ne choisit pas. Mais en tout cas, effectivement, les impacts sont extrêmement violents, à fortiori pour une boîte qui doit rester familiale et qui peut pas. Oui, et puis il y a le sujet aussi du repreneur, c'est-à-dire qu'on ne va pas le choisir, alors que si on a anticipé, on peut vouloir le transmettre, par exemple, à des managers clés qui font partie de l'entreprise depuis longtemps. Sur un MBO. Voilà, si les enfants n'ont pas le souhait de reprendre l'entreprise, ou on peut peut-être s'adjoindre à minima à l'investisseur financier qu'on souhaite. En minot ou en major. Oui, alors c'est pas le cas quand on n'a pas le temps. Et il y a une formule qui est utilisée par le MEDEF qui traduit bien ces risques qui sont liés au manque d'anticipation. C'est intention n'est pas cession. Parce qu'effectivement, on se rend compte, et notamment, alors vous parliez de dirigeants d'entreprise qui seraient dans une situation malheureuse très jeune, 48 ans, mais on se rend compte que la majorité des dirigeants d'entreprise qui, à partir de 60 ans, ont l'intention de céder leur entreprise, n'y parviennent que partiellement. Ils ne transforment pas l'intention en cession. Et notamment, les dirigeants de TI, au-delà de 65 ans, ils sont que 17% à réussir à transmettre leur entreprise. Donc c'est vraiment une considération qu'il faut avoir. Parfois c'est un peu délicat parce qu'on est pris dans la vie, dans l'opérationnel et comment c'est secondaire. justement, comment est-ce qu'on passe à l'acte? De façon très concrète, pour ceux qui l'ont pas encore fait, c'est quoi? On va chez son notaire, on appelle son avocat, on organise la session, on enregistre les documents, je sais pas moi, au greffe ou au notaire, et c'est terminé. Je veux dire, concrètement, si là aujourd'hui on a réussi à piquer à vif l'intérêt des gens qui nous regardent, comment est-ce qu'on vraiment on est sûr d'avoir acté les choses? Je pense que les docs à remplir, les 2-3 trucs, le checklist. En gros, je pense que la priorité, c'est d'en parler à un expert. Alors parfois, les dirigeants d'entreprise n'ont pas forcément de relation, on va dire, particulière avec un notaire ou avec un avocat, mais en général quand même avec leur expert comptable. Et ça peut être un interlocuteur qui va ensuite rediriger vers un avocat, un notaire, qui sont en général, qui fonctionnent à deux, et puis bien entendu avec un évaluateur comme le cabinet Roux, et bien sûr des conseils en gestion de patrimoine pour organiser le présent et le futur. Ça se vend, une boîte sans patron? Ça se vend mal. Ouais. Ça se vend mal, mais ça se vend. Mais la grosse difficulté, c'est qu'on peut avoir un impact immédiat dans la gestion de l'entreprise, qui peut encore à nouveau avoir un impact sur la valo et sur la dégradation des résultats si ça dure trop longtemps. Et puis surtout, ça va créer des conflits intrafamiliaux qui peuvent être très douloureux. Hein. On a des litanies d'exemples dramatiques parce que, notamment les héritiers, s'ils sont plusieurs, c'est quelqu'un en général, ils deviennent indivisaires sur les titres. Et donc se mettre d'accord, quand il y a des histoires d'argent et des histoires familiales, c'est parfois très délicat. Et effectivement, je ne sais pas si le lien, c'était pour le ramener à Dominique, mais nous, souvent, on se préoccupe justement de la décote ou de la modification de valeur qu'il peut y avoir pour les entreprises qui se retrouvent subitement dans une situation d'indivision avec des clairement, une indivision, on est facilement sur une décote de 10 à 30% de la valeur de l'entreprise ou même de la valeur des actifs globalement. Et on en revient toujours à cette notion de il va falloir trouver du cash. Et pour trouver du cash, il faut du temps. Enfin, les deux sont intimement liés, en fait. Le cash et le temps c'est les deux faces de la même pièce, en réalité. Et c'est pour ça qu'on insiste énormément, et j'espère qu'on va faire passer le message au cours de cette émission, c'est qu'il est jamais trop tôt. Alors, personne souhaite décéder ni à 60 ni à 48. Mais au-delà de ça, il y a quand même une notion importante, c'est de se préparer. Parce qu'il faut avoir en tête que à un moment la transmission d'entreprise ça va coûter cher et qu'il va falloir soit trouver de l'argent en interne s'il existe, ça veut dire éventuellement le générer via les dividendes d'avance, donc c'est des choix de gestion, mais ça peut être aussi l'obligation ou le choix. On parle de repreneurs par des cadres dirigeants. Les cadres dirigeants n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des co-investisseurs, il va falloir aller chercher des fonds. De la dette, et en ce moment, c'est c'est clairement pas facile d'aller chercher de la dette. Mais même aller chercher de la dette, ça veut dire sécuriser le prêteur.
et ça veut dire aussi sécuriser éventuellement un co-investisseur. Et c'est là où le chef d'entreprise va se confronter à quelque chose qui peut être nouveau pour lui, c'est-à-dire que lui, il a une vision très patrimoniale de son entreprise. Comme tu l'as dit, Pauline, il a travaillé dedans, c'est son bébé, il a investi. Donc nous, on le voit bien, hein, les chefs d'entreprise. Alors, soit effectivement, ils considèrent que sans eux, ça vaut rien, mais le plus souvent, c'est ils additionnent tout le patrimoine. Mais malheureusement, la valeur d'une entreprise, c'est pas l'addition du patrimoine. Alors, on utilisait ces méthodes-là il y a quelques dizaines d'années, hein, l'actif net réévalué. L'administration fiscale l'utilise encore un petit peu, surtout quand ça les arrange. Mais la vraie réalité, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est ce que ça rapporte. Et là, le chef d'entreprise est confronté à la réalité, voire à la cruauté du marché financier. Une entreprise qui rapporte rien, elle a beau avoir un très beau patrimoine, elle vaut pas grand-chose. Une valeur à la casse éventuellement. Et donc, en fait, toutes les manières d'évaluer l'entreprise, on va toujours tourner autour du même concept, qui est, alors ça peut être autour des excédents d'exploitation, de la CAF, etc. Mais enfin, en gros, ça vaut ce que ça rapporte. Et là, ça vaut un multiple d'EBITDA auquel on applique un multiple qui est fonction du secteur, du modèle, exactement, de la position de leader ou non. Donc, il y a quelques temps, en 2020-21, début 22, quand tout allait bien, on voyait des multiples en 10, 15, 20 fois en fonction des secteurs. Donc 20 fois l'EBITDA, je rappelle, pas le chiffre d'affaires, chers amis. Sauf si vous avez un software par abonnement B2B SaaS, c'était envisageable, peut-être un peu moins aujourd'hui. Là, aujourd'hui, les multiples, j'imagine, Dominique, se sont bien... On n'est absolument plus... Alors 20, c'était quand même un peu le... Oui, non, mais parce que ça existe, alors il faut en parler. Voilà, ça a pu exister. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des multiples qui sont autour du 10, voire un peu en dessous du 10. Et plus le coût de l'argent est élevé, forcément. Enfin, c'est comme pour de l'immobilier, finalement. Le financement coûte plus cher, les prix baissent. Exactement. L'investisseur, il a toujours le même raisonnement par rapport à la rentabilité la rentabilité et le risque. Et là, on en vient à la notion du chef d'entreprise qui est plus là. Pour un investisseur, plus de dirigeants, plus de figures clés, c'est un risque supplémentaire. Donc, je vais additionner ça sur mon coût de financement, hein, et du coup, je baisse la valeur. Quelque part, je vais faire payer le risque. C'est légitime. Alors, baisse de la valeur. Encore une fois, on revient sur ce type d'impact qui peut vous arriver si vous n'anticipez pas. Bon, face à ce constat, je pense qu'on a été assez clair sur cette première partie. Il est nécessaire de vous sensibiliser. Il est nécessaire de passer à l'action pour les chefs d'entreprise et de valider votre volonté de transmettre, d'aller jusqu'au bout. C'est en général à cette occasion que vous intervenez, Floriane, donc chez Cyrus Conseil, en tant qu'ingénieur patrimonial. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, comment ça se passe quand on vient vous voir? Est-ce que, puisque c'est avec vous qu'on regarde un petit peu tout cela, et pour qu'on se soit très clair et didactique pour notre public. Concrètement, un chef d'entreprise qui nous rend compte et qui est aujourd'hui dans une perspective d'éventuelles transmissions, de cessions, et bien en fait, le but, c'est de pouvoir en fait le projeter, lui révéler un peu quels sont ses objectifs, voir avec lui qu'est-ce qu'il veut concrètement. Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de transmission intrafamiliale? Est-ce qu'il va transmettre à ses enfants? Est-ce qu'il va les faire accompagner peut-être par des cadres clés? On en parlait. Et de ce côté, et donc on va peut-être s'éloigner d'une possibilité de cession à un tiers. Et puis, c'est vrai que si on est dans une perspective de transmission, on aura aussi toute cette réflexion sur la possibilité, en fait, de voir s'il y a un seul enfant repreneur ou est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a une volonté d'égalité entre chacun des enfants. Et donc, on est aussi là sur une perspective où, même si on transmet à des enfants, il y a peut-être quand même une possibilité de se dire, je vais pas profiter de cette transmission. J'ai constitué une entreprise, un groupe, j'ai réussi. Est-ce que ça peut pas être l'occasion de pouvoir céder au moins une partie de l'entreprise? Et ça, c'est d'ailleurs un point extrêmement important. On peut en fait être dans des situations où globalement le chef d'entreprise va peut-être reculer cette réflexion
réflexion sur la transmission au profit de ses enfants, parce que il se sera pas forcément projeté sur l'après et sur le fait qu'il va peut-être pouvoir percevoir un prix de cession. Et donc, globalement, on peut être dans une logique de transmission, de donation de titres de la société aux enfants, mais que sur une partie. Et puis de se dire peut-être que sur le solde, il va peut-être vendre une partie de son entreprise à ses enfants, percevoir du cash et pouvoir se projeter aussi dans le futur. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Le sujet est lourd quand même, hein. Parce que savoir combien je peux payer à mes enfants, et lequel reprendra, parce qu'on peut envisager une gouvernance à plusieurs. Ça arrive souvent d'ailleurs que dans les premières années d'une transmission d'entreprise familiale, on ait un duo avec un top manager et un enfant ou 2 enfants. Mais il y a quand même aussi cette notion de d'abord donc lesquels ou le ou laquelle. C'est pas facile. Il y a un tempo, un momentum dans lequel le dirigeant peut plus facilement vous parler. Il y a un moment de l'année où vous faites ces réunions. Est-ce que c'est au mois d'août dans les sables, les pieds dans le sable varois? Comment on fait pour aborder ce genre de sujet? Alors même qu'à 48, 50, 52, si on veut vraiment anticiper, comme on vous le dit, c'est pas facile. Alors, le tempo est toujours délicat, mais clairement, et je pense qu'on l'a dit précédemment, le plus tôt, c'est le mieux. C'est vrai que parfois, il y a des aléas de la vie qui font que, globalement, le chef d'entreprise se pose certaines questions parce qu'il a pu voir des chefs d'entreprise autour de lui qui sont dans des situations où ils ont dû céder dans des moments où ça a été compliqué, des périodes où, en fait, ça a pu mettre en péril la pérennité de la société. En réalité, en fait, le mieux, c'est de pouvoir vraiment diagnostiquer un petit peu la situation si rien n'est fait, voir en fait avec le chef d'entreprise. Par les risques, en général, ça réveille les gens. Tout à fait, voilà. Tout à fait. C'est voir avec lui si rien n'est fait, quel serait le coût d'une transmission. On en a parlé en matière de donation. S'il devait céder dans la précipitation, quel serait le coût en matière d'impôt de plus-value, par exemple. Et puis, de manière plus générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est bien de pouvoir faire, en quelque sorte, une espèce de photo instantanée du patrimoine du dirigeant, regarder un petit peu avec lui toutes ces problématiques qu'il peut avoir autour de son budget. Et, là, on passe de la définition de ses objectifs initiaux qu'on avait évoqués, et là, on rentre dans le diagnostic. Quand on parle de photo, c'est qu'est-ce que j'ai réellement dans ce patrimoine pro-perso. Voilà. Exactement, puisque c'est à travers ce diagnostic-là qu'on va pouvoir réellement le projeter. Je parlais par exemple des considérations budgétaires. Ça peut être, on va dire, un frein à la transmission que de se dire que derrière, suite à la transmission aux enfants de l'entreprise, il n'a pas forcément une vision claire, le chef d'entreprise, sur qu'est-ce qu'il aura en termes de revenus. Donc ça peut être tout à fait opportun de faire un focus en fait sur ces aspects de retraite, de prendre en compte aussi les évolutions du train de vie. Parce que jusqu'à maintenant, le chef d'entreprise, il a... Comme tout retraité, il y a un impact sur le train de vie. Que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un salarié, ça change un peu la donne. Tout à fait, tout à fait. Il a le temps de dépenser son argent. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau en général. Et puis... au-delà de ces aspects, on va dire, qui sont des aspects très factuels de patrimoine, de revenus, il y a un point absolument essentiel, c'est le projeter dans l'après, on va dire, sur un aspect beaucoup plus psychologique, beaucoup plus délicat à mettre en œuvre, en fait. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le chef d'entreprise, au quotidien, il était aux manettes, il dirigeait tout. C'est lui qui prenait les décisions, il était accompagné avec son équipe, il avait des proches collaborateurs, il avait son avocat, son expert comptable au quotidien. Et donc, c'est vrai que quand on est dans une transmission d'entreprise, c'est très anxiogène. Ah oui, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est un peu ça, effectivement. J'aurais plus le bâton de l'empereur qui me donne ce pouvoir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et donc, par rapport à ce que vous évoquiez, Mathieu, c'est comment en parler
Moi, il y a un aspect qui me vient en même temps que j'entendais Floriane, c'est aussi la distanciation des professionnels par rapport à l'affectif qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que comment en parler, comment dire, comment on a arbitré entre les différentes composantes du patrimoine pour l'un ou pour l'autre. Tous, en tant que professionnels, on est pas liés affectivement, on est des tiers de confiance qui connaissons notre métier. Et je pense que pour le chef d'entreprise, c'est aussi une solution, c'est de dire, on a fait le point sur le patrimoine global avec des spécialistes et voilà ce qu'ils en pensent. C'est quand même plus sympa, je pense, vis-à-vis de ses enfants que de dire, finalement, j'ai choisi l'un plutôt que l'autre. Oui. En termes de valorisation, c'est une valorisation totalement neutre des différents aspects, des différentes composantes du patrimoine. Donc, il n'y a pas le sujet, la maison de campagne, on l'a valorisée plus cher que la maison dans le Var que vous évoquiez. Donc là, je pense que là, c'est un aspect extrêmement important, la non-implication affective des professionnels qui, du coup, vont donner un avis neutre en disant, nous, notre avis, c'est que, idéalement, il faudrait faire comme ça. Et je pense que le chef d'entreprise peut se réfugier un peu derrière ses avis neutres pour faire avancer le sujet gentiment, tranquillement, sans que ça devienne un conflit familial. Et c'est aussi le moment, j'imagine, où je me retourne vers vous, Pauline, on parle un petit peu d'analyse fiscale, parce que le patrimoine est une chose, les objectifs qu'on va avoir envie d'en faire, qui vont nous aider à choisir la stratégie. Derrière, il y a des impacts fiscaux à prendre en compte, et c'est là où on se fait un comparatif. Oui, c'est clair. L'analyse des objectifs du chef d'entreprise ne peut pas du tout s'exonérer de l'aspect fiscal, parce que ça permet d'arbitrer, potentiellement entre cession-donation. Typiquement, ce qu'évoquait Floriane, les besoins de train de vie, peut-être justifier qu'il y ait une partie de cession et une autre partie de donation. Mais c'est vrai que si on ne prend pas en compte l'aspect fiscal, autant sur la cession, si on n'a rien organisé, si on n'a pas structuré, si on ne s'est pas posé la question, en France, on a finalement une fiscalité qui est plutôt acceptable pour les personnes physiques. C'est maximum 34%, si je simplifie. En revanche, si on s'est quand même posé la question, on peut diminuer à 3%. La différence est énorme, mais le pire des cas, le 34%, reste acceptable, selon moi. En revanche, une donation pour laquelle on n'aurait pas pris en compte les aspects fiscaux, le barème qui s'applique au-delà notamment de la plus haute tranche, donc au-delà d'1,8 million de part nette taxable du patrimoine, c'est 45%. Tandis que si on s'est posé la question, et notamment si potentiellement le chef d'entreprise est éligible au pacte du Treil et qu'il fait une donation avant 70 ans, donc qu'il bénéficie d'une réduction des droits de 50%, on arrive à la fin à une exonération de 90% de la valeur de l'entreprise dans le cadre de la donation, ce qui est colossal. Donc oui, les aspects fiscaux sont une donnée très très importante. Comme on s'en doutait, évidemment. Merci Pauline pour ce point et d'être rentrée un tout petit peu plus sur le pacte du Treil. On parlait donc avec Dominique, Floriane, Camille et Pauline de cette anticipation de bien préparer pour débuter une seconde vie, parce qu'après tout, côté dirigeant, c'est un petit peu ça. C'est partir vers une nouvelle page de son histoire, un nouveau chapitre. C'est profiter un petit peu plus et de profiter sereinement parce qu'on a bien transmis. Nous allons terminer cette première partie. Je vous remercie d'avoir été avec nous durant ces premiers échanges. On revient dans un instant. Vous regardez For Change. Nous parlons dans un instant de bien préparer la transmission dans le cadre d'une reprise par les enfants. Merci et à tout de suite.